Oui, je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Ce ce que j'essaye d'éviter, c'est les dualismes. C'est le dualisme sensible-intelligible, corps-esprit, la raison et l'émotion. En parlant de sensible, il ne s'agit pas de s'évader vers une espèce d'irrationalisme, d'ésotérisme, mais de prêter plutôt attention au rythme, aux intensités. Euh, alors, c'est par exemple au Brésil, je suis attentif aux manières de marcher, et en particulier à ce rythme lent, sinueux, serpentin, qui s'appelle la ginga, mais qu'on va également trouver dans la manière de parler, dans la manière de se comporter. Et c'est en travaillant à partir... On ne peut pas dire une anthropologie du sensible parce qu'on ne voit pas ce que serait une anthropologie insensible. Ce serait le comble, hein. Mais c'est à partir de cette approche, euh, on va dire qu'elle n'est pas intellectualiste, elle est pas spéculative, mais elle n'est pas non plus irrationnelle, que que j'aborde la question de l'intime. Alors moi, c'est une question que j'ai abordée, dont on parle beaucoup, hein, à partir d'une journée d'études qui a lieu à Bordeaux. Euh, je suis retourné plusieurs fois à Bordeaux. Il y a certains lieux qui me sont devenus familiers, autour d'une place qui s'appelle Camille Jordan, le cinéma qui s'appelle Utopia. Je me suis dit, tiens, là il y a quelque chose d'intime. Intime, c'est quoi? C'est une expérience de familiarité euh, avec une personne, avec un animal, euh, avec un arbre, avec un lieu euh, qui progressivement se transforme en lien. Alors ça demande du temps. C'est l'intime, c'est presque le contraire de l'amour, euh, qui est un sentiment passionnel, dévorant et souvent bruyant. Quand quelqu'un est amoureux, cela se voit et il ou elle en parle. Or, rien n'est plus discret que l'intime. L'intime, c'est une expérience discrète, imperceptible, qui est peut-être proche de l'amitié et qui va brouiller les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sujet et l'objet. Et c'est pas ce que moi j'écris un livre. Vous savez comment j'écris? Pourquoi j'écris un livre? C'est parce que j'ai une idée, et puis je cherche comme ça dans les bibliothèques, chez les libraires, beaucoup moins sur Internet, je sais pas trop, et je le trouve pas. Alors je le trouve pas. Alors j'avais trouvé deux livres sur l'intime. Il y avait le livre de François Julien et le livre de Michel, excusez-moi, Fossel, voilà. Et je me suis dit, c'est pas exactement ça qu'il faut faire, donc comme je ne trouve pas le livre, je l'écris. Euh, l'intime, c'est un sentiment discret sans intention. C'est ça. C'est que on ne va pas vers l'intime, mais l'intime vous arrive. Et, euh, et ça prend du temps. Et je crois que c'est quelque chose qui a à voir avec la relation qu'on entretient, qui se forme avec ce que nous appelons le terrain en anthropologie. C'est une familiarité avec des lieux,
avec des interlocuteurs dont certains deviennent des amis. Alors, ce qui n'empêche pas, dans l'anthropologie, à un autre moment, de prendre de la distance, d'introduire de la critique, mais ce que je veux dire, il y a un lien entre l'intimité et la passivité, et qui est au cœur du travail de l'ethnographie. Il y a, alors là, je vais revenir sur la Chine parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a un terme chinois qui est difficilement traduisible en français, qui s'appelle Wu Wei. Wu Wei, on traduit ça par non-agir, passivité. En fait, c'est comment dire, c'est un sentiment, plus exactement, c'est une sensation de disponibilité à ce qui vous arrive. L'intimité, elle est passivité, elle est de l'ordre du non-savoir et de l'ordre du non-pouvoir. Intime, c'est intransitif. C'est pas quelque chose qui va vers. C'est une pensée de l'avec. On est avec, on est. Comment dire, on est extrêmement sensible d'être ensemble, mais c'est pas seulement. C'est pas seulement un sentiment d'amitié avec des êtres humains. Vous pouvez éprouver la même chose avec un chat. Là, il y a deux chats là en ce moment dans cette maison. Vous savez très bien. Vous pouvez. Mais c'est quelque chose de lent. C'est quelque chose de long. Alors. Là, ça va varier selon les cultures. C'est sûr qu'au Brésil, la tendance, c'est d'être plutôt intime avec un maximum de gens. C'est ce sentiment de cordialidad dont on parlait avant. On a, je dirais plutôt cette impression d'intimité avec beaucoup plus de gens qu'ici, ou dans la notion chinoise de guanxi, l'intimité, c'est l'intimité dans la famille, mais ça peut être aussi, également au Japon, l'intimité dans l'entreprise. Alors, si on parle d'intime, il faut essayer de voir, on peut le dire, je n'arrive pas à dire ce qu'est l'intime, je sais ce que ce n'est pas. L'intime, ce n'est pas l'extime. Serge Tisseron appelle l'extime, ce n'est pas ce qui est explicite. Dans l'intime, c'est un sentiment implicite qui ne peut pas être explicite. Si je trouve un mot pour dire ce qui fait obstacle à l'intime, ce qui n'est pas l'intime, ce qui n'est pas l'intime, c'est la publicité. Hein, c'est ce qui est exposé, ce qui est dit, c'est ce qui est proclamé. Donc s'il existe une pensée de l'intime, c'est une pensée de l'avec, c'est une pensée du partage, c'est quelque chose qui oscille entre montrer et cacher, mais sans intention. Mais j'ai pas voulu, dans le texte sur l'intime, aux éditions du CNRS, faire l'éloge. Il y a, dans l'intimité peut rentrer de l'adversité. Il y a un livre d'un anthropologue hindou qui s'appelle Ashish Nandi, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle L'ennemi intime, c'est-à-dire qui va faire que on peut devenir intime avec celui qui vous colonise. On peut avoir intériorisé des notions de domination. L'intérêt d'une réflexion sur l'intime, c'est d'arracher l'intime à la notion de privé, comme par exemple le journal intime, c'est ce qui ne doit pas être publié, c'est ce qui ne doit pas être montré, c'est ce qui doit rester privé. Mais dans l'intime, il y a ce lien de, je dirais presque de complicité, en tout cas de partage, de confiance, voilà un mot qu'il faut dire, de confiance,
qui devrait, comment dire, nourrir la démocratie. Il y a un lien entre l'intimité, pour moi, et la démocratie. Pas du tout avec la République, au sens français, dans lequel il y a des décrets, il y a des lois, il faut respecter les choses. Non, l'intime, c'est de l'ordre du partage. Et vous voyez la difficulté que j'ai, mais c'est pas seulement moi, c'est que dès qu'on exprime l'intime, dès qu'on l'exprime trop, on la violente, on la perd. Et il y a quelque chose d'assez indicible. Et là, peut-être, je reviendrai à Wittgenstein. Ce qui ne peut pas être dit, il convient de le montrer. Et je crois que c'est un défi de l'art contemporain, des arts contemporains, d'essayer de montrer l'intime. Vous voyez, et là, c'est là où peut-être l'expérimentation artistique, elle l'emporte sur la rationalité scientifique. J'ai l'impression que tous les peintres ne font que ça. Et c'est ça, hein. C'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, vous voyez. C'est ce qu'il y a de plus précieux, qui fait le sel de la vie, les relations intimes que nous nouons. Et encore une fois, pas seulement avec les personnes, mais avec les lieux. Et pour moi, c'est très clair, les lieux. C'est au Japon un quartier qui s'appelle Yanaka. C'est dans la ville de São Paulo un quartier qui s'appelle Vila Madalena. C'est à Lisbonne un quartier qui s'appelle Bairro Alto. Vous voyez, c'est des endroits dans lesquels se sont noués des liens. Et on est dans le contraire de l'indifférence. Ici, là où nous enregistrons, vous avez 2 chats, et ces chats ne sont pas n'importe quel chat. Vous opposez aussi les voies anthropologiques et les voies artistiques, enfin, de la connaissance. Ça, c'est un autre ouvrage, après Penser le sensible et Penser l'intime. Si vous voulez dire quelques mots de ce livre. Non, non, oui, je veux bien, mais c'est pas. Non, mais j'oppose pas. C'est au contraire, Ouais. j'oppose pas. Oui, oui. Je dis simplement que comment dire, le détour par la fiction nous ramène à la réalité. Que il n'y a pas que moi aujourd'hui qui explorons des approches sensibles, des approches artistiques, cinématographiques, théâtrales, musicales pour dire la réalité. C'est que nous avons besoin de multiplier les voix et que souvent c'est pas. Il y a une expression que j'aime pas du tout. C'est le flou artistique, alors que les artistes cherchent la plus grande précision, mais seulement c'est délicat, c'est inexplicite, c'est pas de l'ordre du discours. Vous voyez ce que ça veut dire le discours, le mot discours? Le discours, c'est ce qui interrompt le cours. C'est-à-dire que c'est cette pensée majoritaire dans laquelle nous avons été formés, qui est la pensée catégorielle et classificatoire. Elle a des mérites, elle a une pertinence, mais elle nous fait passer à côté de beaucoup de choses. On a toujours besoin de la médiation artistique. Mais là, il n'y a pas que moi en anthropologie qui pense ça, même Lévi-Strauss, que j'aime pas trop, il a été très très sensible à ce qu'il appelle les voies de l'art, et puis il a vécu dans un atelier de peintre ici à Bruxelles, près du lieu où nous réalisons ce film. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si, enfin, moi, ça me fait aussi réfléchir sur la question des intraduisibles par le langage et à l'inverse peut-être le traduisible Ah oui, par oui, l'art oui, oui, ou par... oui, 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 oui. Moi j'aime bien, vous avez fait allusion sans doute au livre de Barbara Cassin, Dictionnaire des intraduisibles, et je crois que notre travail en anthropologie, c'est un travail de traduction.
Alors, c'est pas seulement passer d'une langue à une autre, hein, c'est passer de formes sensibles à d'autres formes. Pourquoi c'est tellement fécond la traduction? Je crois que c'est peut-être le. On assiste à la. Comment dire? À la mise en question des notions de modèles de connaissances, de modèles de savoir. Mais pour moi, il y a deux modèles qui résistent. Je l'ai dit précédemment, c'est le modèle psychanalytique, le modèle de la psychanalyse, parce que si on ne tient pas compte de l'inconscient qui est invisible, on ne comprend pas vraiment le social. Et l'autre modèle, c'est la traduction. Et comprenons bien, la traduction, c'est pas la juxtaposition de plusieurs langues, comme dans l'espéranto. Je ne connais pas, mais je trouve que c'est assez nul. C'est pas ça, c'est pas la juxtaposition de plusieurs langues, et c'est pas non plus l'alternative d'une langue ou d'une autre, c'est la transformation d'une langue dans une autre. Et donc, il y a ce qu'on appelle la langue source et la langue cible, mais dans la langue qu'on cherche à traduire, qu'on cherche à transformer, il doit subsister encore. Il doit subsister si le travail du traducteur est juste et précis, il doit subsister quelque chose de l'origine. Donc on est dans un processus de transformation, vous voyez, processus de transformation qui est au cœur du travail artistique, hein, qui consiste à transformer le réel. Le réel, ça n'existe pas, mais à transformer le rapport au réel, et qui est aussi dans notre travail d'anthropologie, qui est la transformation de l'observation en langage ou en film. Je crois que là, parce que on a établi beaucoup de proximité entre l'anthropologie et la linguistique. Même l'anthropologie et les mathématiques, mais pas suffisamment entre l'anthropologie et la traduction. Or, c'est presque pareil. Et puis, ça, dans la traduction, il n'y a pas de centre. Vous voyez? Vous traduisez du chinois en anglais, mais l'anglais, il n'est pas dominant. On est à égalité. Et sans doute, là, il s'agit d'arriver à atteindre dans la traduction ce qui est l'intimité d'un texte. C'est des fois un défi considérable. Comment vous voulez traduire Joyce en français ou Céline en anglais? C'est tellement loin. Et donc il n'y a pas d'équivalent, il n'y a jamais d'équivalent. Et il n'y a jamais d'équivalent. Il n'y a jamais d'équivalent parfait d'une langue à l'autre. Il n'y a jamais d'équivalent parfait d'une culture à une autre. Mais aucune culture n'est radicalement hétérogène. Rien de ce qu'éprouve un japonais ne peut totalement échapper à un italien. C'est là où je rejoins ce que vous m'avez demandé au sujet de l'universel. Oui, bien sûr.